Penser product first ou penser product centrique, c'est avant tout répondre aux questions: quelle est la traduction de ma stratégie en expérience, quel en est l'impact et comment le mesurer. Je suis le fondateur et le patron de l'agence Parce, qui est un dérivé de la locution parce que. J'accompagne les entreprises dans la formalisation, la réaffirmation de leur pourquoi et son opérationnalisation, la mise en mouvement des équipes autour de son pourquoi. Avant ça, j'ai travaillé 22 ans dans un secteur en mutation permanente parce que drivé par l'évolution permanente des nouvelles technologies, elle-même drivé par l'évolution permanente des modes de consommation, ce secteur c'est celui des médias. J'ai travaillé et dirigé des directions digitales, des directions numériques, plutôt business et product oriented. J'ai conçu et piloté des programmes de transformation avec des enjeux d'audience, de marque et de revenus. Et j'ai managé des équipes pluridisciplinaires, notamment produits, techniques, marketing, commercial et éditorial. Oui, tout à fait. Alors après, ce sera une approche et une vision très personnelle, mais je vous la livre. En fait, moi, ces 22 ans, j'ai vécu la structuration des grands groupes qui, tout en se développant, ont largement complexifié leur organisation interne. En fait, pour faire face à un environnement plus contraint, plus difficile, plus concurrentiel, elles se sont accrochées à leurs process traditionnels qui, avec le temps, pour certains, sont devenus archaïques et obsolètes. Et en plus de ça, elles ont rajouté un surcroît de contrôle, de réunion, de reporting. Je pense que ça parlera à beaucoup. En bref, elles ont répondu à de la complexité externe par de la complication interne. Ça a créé tout ce qu'on connaît, des imbroglios internes compliqués avec des biais contre-productifs, des injonctions personnelles, des inimitiés, des ressources dédiées à des tâches consacrées à des choses qui n'ont pas de lien forcément avec des priorités. Tout ça dans un contexte donc, qui se complexifie et donc on ne sait plus quoi prioriser, on ne sait plus comment ni quoi et à partir de là, ça devient compliqué en interne. Et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est la manière dont je l'ai perçu. Je pense que la vraie bataille des entreprises, elle n'est pas tant face à leurs concurrents que face à leurs propres complications internes. Et en ça, les OKR peuvent être un très bon outil parce qu'elles vont aider à organiser la vie de l'entreprise. Elles vont permettre de concentrer les attentions vers ce qui est le plus important. Elles vont surtout aider les organisations et les entreprises à établir leurs priorités. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça vaut autant pour les grands groupes dont je vous parlais et dont j'ai fait partie que pour les petites entreprises, les PME, les startups, les scale-up, d'autant plus aujourd'hui parce qu'elles sont en recherche de rentabilité et qu'elles vont forcément avoir besoin, dans cette nécessité de croissance accélérée, de cohésion, de cohérence et de coordination. Et là aussi, la méthode OKR peut les y aider. Alors à mon sens, toutes les entreprises, de toute taille, de tout secteur, tout type d'organisation, le seul vrai critère, c'est que cette entreprise dont on parle s'inscrive dans une volonté et une ambition de transformation, d'accélération, en tout cas de changement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la méthode OKR n'est pas une méthode pour gérer la continuité, mais c'est une méthode qui s'inscrit dans un contexte de croissance, d'évolution, de changement, et qui a vocation à fixer des objectifs dans l'avenir et à indiquer en fait le chemin pour aller vers une nouvelle destination, une nouvelle situation. Donc en ça, sa mise en application peut et doit surtout permettre un changement, une modification permanente de la vie de l'entreprise, un changement productif, durable et volontairement ambitieux. Et c'est d'ailleurs ce qui différencie la méthode OKR des autres méthodes, c'est cette ambition et cette volonté d'ambition qui fait qu'avec la méthode OKR, on va chercher autre chose, on va chercher à faire autrement, on va chercher à faire mieux, on va chercher à casser les process et les schémas de l'entreprise actuelle. Alors il y a beaucoup de prérequis, je vous en citerai deux principalement. Le premier, aussi basique que ça puisse paraître, c'est que pour mettre en place la méthode OKR, il faut une stratégie. Voilà, moi je vois beaucoup trop souvent d'entreprises et de clients qui veulent appliquer les OKR mais sans stratégie. Or, sans stratégie on va pas très loin et surtout en fait il ne faut pas considérer la méthode OKR pour définir la stratégie mais pour la mettre en place et pour surtout mesurer en fait les progrès. Donc il faut que l'entreprise ait une vision long terme et une stratégie qui en découle. C'est la stratégie qui va présider aux enjeux des individus et des équipes. C'est la stratégie qui va être la source des objectifs
et des KR. Il ne faut pas oublier que les Key Results sont les moyens pour aller vers les objectifs qui sont les étapes pour aller vers la stratégie qui est la destination finale. Donc sans stratégie, il n'y a simplement pas de destination vers laquelle la méthode OKR peut guider l'organisation. Ça, c'était le premier prérequis. Le deuxième, c'est qu'il faut considérer, et ça aussi on a tendance à l'oublier, que la méthode OKR n'est pas simplement un template de mise en forme d'objectifs, mais c'est véritablement en fait un process de management. Donc c'est un process qui, à l'instar des méthodes agiles, doit permettre de remettre en cause les habitudes profondes de l'entreprise. Et d'ailleurs, il faut que, pour qu'elle puisse porter ses fruits, il faut qu'elle soit respectée dans son intégralité, que l'esprit de la démarche soit pleinement respecté pour que ça ait des résultats. Par rapport à ça, il faut bien se dire que la méthode OKR est un contrat social et une philosophie qui transforme la culture d'entreprise et qui induit des principes de management bien spécifiques: la co-création, la transparence, l'indépendance financière et l'évolutivité. Alors il y a plusieurs acteurs parce que plusieurs phases. Une première phase qui est celle de l'impulsion et dont les acteurs peuvent être finalement n'importe qui dans l'entreprise, pourvu qu'ils aient cette sensibilité-là, cette envie de mettre en place l'initiative. Donc c'est plutôt les éléments déclencheurs qui vont initier les choses, souvent issus du produit, souvent issus du marketing. Ensuite d'autres acteurs en phase d'implémentation. Donc là c'est plutôt une équipe, un trio constitué souvent d'un responsable OKR, un OKR lead, qui lui a l'expertise OKR et qui va être accompagné d'un côté d'une personne qui va être l'interlocuteur du top management pour s'assurer que le mandat est là, que l'envie est là et que l'esprit et la démarche soient voulus au sein de l'entreprise, et une autre personne qui, elle, est l'interlocuteur des équipes et qui va s'assurer de l'explication de la méthode, de la compréhension de la méthode, et qui va pouvoir entendre, écouter les craintes, les questionnements et pouvoir réagir et rassurer tout le monde. Et puis enfin, troisième typologie d'acteurs, la phase de déploiement, où là ce sont des profils qui vont venir compléter cette équipe, des OKR champions, avec des rôles de facilitateurs à la façon des Scrum Masters ou des coachs agiles. Ils vont être là pour exécuter très opérationnellement les OKR au sein des équipes sur un périmètre défini, un périmètre qui peut être une équipe, qui peut être un département ou qui peut être un KR transverse. Penser product first ou penser product centrique, c'est avant tout répondre aux questions: quelle est la traduction de ma stratégie en expérience, quel en est l'impact et comment le mesurer. Et pour ça, les OKR sont le meilleur outil pour les products parce qu'elles vont leur permettre de concilier les objectifs de delivery avec des objectifs de résultats ancrés et centrés sur l'impact. Donc en tant que product, en mettant en place la méthode OKR, je vais pouvoir travailler sur tous les aspects du produit qui vont pouvoir avoir un impact, qui vont pouvoir avoir un potentiel résultat sur l'exécution de la stratégie, et donc j'aurai un rôle central en fait dans cette organisation-là et dans cette impulsion-là. Oui, j'en vois un, c'est communiquer, 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 surcommuniquer. En fait, la communication, c'est la clé de toute conduite de changement, de tout programme de transformation, et on ne communique jamais assez. Donc en fait, tout l'enjeu, c'est d'arriver à mettre en place une communication foisonnante, mais organisée, parce qu'elle va avoir plein de vertus, c'est qu'elle va permettre de partager la vision auprès de tous les acteurs et de toutes les parties prenantes, expliquer quel sera le futur de l'entreprise, quelles sont les actions qu'on attend, et quel va être le quotidien des collaborateurs. Communiquer, c'est aussi pouvoir rassurer sur le bien fondé, sur la cohérence de la vision et surtout sur la capacité des collaborateurs à l'intégrer. Communiquer, ça va permettre aussi de former et d'informer sur les processus de changement. Ça va évidemment permettre d'informer sur les nouvelles pratiques, mais communiquer, ça doit aussi et surtout permettre de valoriser les efforts, de valoriser les énergies et surtout de valoriser les réussites des équipes. Voilà. Et pour ça, les OKR sont là aussi le meilleur outil pour communiquer, puisque pour partager, communiquer, raconter, développer un récit autour du changement et de la conduite de changement, pour intéresser les collaborateurs, pour leur donner la parole, pour continuer à les former et pour inculquer une culture d'entreprise autour de ces données, de ces indicateurs de réussite concrets, rien de mieux que les OKR.